Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les sources qui nous parlent d'un moment clé pour Johnny Hallyday. 1968 avec la sortie de l'album Jeune homme. Oui, bonjour. On s'appuie principalement sur le livret de la collection officielle Polygram, écrit par Jean-François Brieux et Jean-François Chenu. Exactement. Et l'idée, c'est de voir ce qui fait la particularité de cet album, dans le contexte très très agité de l'époque. Alors, ce qui frappe tout de suite, c'est que Jeune homme, qui sort fin juin 68, c'est pas vraiment un album au sens où on entend aujourd'hui. Ah bon? C'est-à-dire? C'est une compilation, en fait. Une compilation de singles qui étaient déjà sortis en 45 tours. C'était très courant à l'époque, comme pratique. D'accord. On y retrouve des gros succès, comme l'histoire de Bonnie and Clyde, À tout casser, ou Jeune homme lui-même. Une collection donc, mais qui doit quand même bien refléter l'ambiance du moment. Et j'ai lu que certains 45 tours originaux, comme San Francisco ou Le Mauvais Rêve, Ah oui, cela. ils sont devenus super recherchés par les collectionneurs aujourd'hui. Tout à fait. Des pièces de collection, vraiment. Mais le plus marquant, c'est le timing de la sortie, juste après les événements de mai 68. Oui, ça a dû être compliqué. Disons que c'était tendu. Tellement tendu que Philips, la maison de disques, a jugé utile d'ajouter une petite note au verso de la pochette. Une note pour dire quoi? Pour préciser que, attention, les chansons avaient été préparées avant les événements de mai. Ils avaient peur en fait que les paroles «Jeune homme, tu parles comme un homme» soient mal comprises. Ah oui, d'accord. Voilà. Interprétées comme une réponse ou un commentaire sur la révolte étudiante, quoi. C'est fou cette précaution. Ça en dit long sur comment Johnny était perçu, hein. D'un côté, il chante San Francisco, paix et amour. Oui. Et de l'autre, il y a cette histoire d'altercation qui le ramène à son image de dur, de mauvais garçon. La presse, elle a dû s'en donner à cœur joie sur ce paradoxe. Ah, ils l'ont pas raté, c'est sûr. Mais c'est là qu'on voit aussi l'intelligence, ou en tout cas la réaction de l'artiste. Face à ça, sa réponse, elle est musicale. Comment ça? Ben, presque ironiquement, il enregistre Bonnie and Clyde, une adaptation de Georgie Fame, liée au film d'Arthur Penn qui cartonnait. Une ode au hors-la-loi, finalement. Il assume en quelque sorte. Exactement. Et il enchaîne avec À tout casser. Titre assez explicite. Donc, loin de fuir la polémique sur la violence, il joue avec. Il l'a réinvesti dans ses chansons. Il joue avec cette image ambivalente, oui. D'ailleurs, les sources insistent sur ce contraste. Le personnage sur scène, très chaud, très showman, parfois provocateur, Oui. et l'homme en privé, décrit comme plutôt réservé, presque timide. Hmm. C'est intéressant, c'est décalaire. C'est vrai. Et peut-être que cette image un peu dure sur scène, ça servait aussi d'exutoire, ça canalisait une certaine énergie de la jeunesse de l'époque, qui sait. C'est une piste intéressante. Et musicalement, cette période, elle est riche aussi, non? Plein d'influences différentes. Ah oui, complètement. C'est un vrai mélange. On a parlé de Bonnie and Clyde, adapté par Georges Habert. Le film avait eu un impact énorme, même sur la mode à Paris. D'accord. Et puis il y a Mal, ça c'est une adaptation hyper fiévreuse de Hush de Billy Joe Royal. Sur scène apparemment c'était quelque chose. Torse nu, à genoux. Ah oui, j'ai lu ça. Et ce qui est marrant, c'est que ces deux titres, Hush et la chanson de Georgie Fame, c'était chez CBS à l'origine. Et CBS, à ce moment-là, c'était le label qui explosait à l'international avec Janis Joplin, Santana. Donc, sans forcément le vouloir directement, en adaptant ses titres, Johnny se retrouvait connecté à cette vague musicale mondiale hyper puissante. C'est un peu ça, oui. Un lien indirect, mais bien réel. Et à tout casser, la chanson du film de John Barry, tu disais qu'elle était direct Hendrix. Oui, et musicalement, elle regarde clairement vers Jimi Hendrix, vers Purple Haze, mais l'imagerie psychédélique associée à Hendrix, souvent liée à la drogue, est ici transposée Transposée comment vers l'univers de la vitesse, de la moto. Sa fameuse Norton customisée est bien visible dans le film. C'est du Hallyday pur jus, il absorbe les sons du moment, mais il les ramène à son propre monde. Fascinant. Et il y a aussi des choses plus... plus personnelles peut-être. Oui, bien sûr. Il y a Ma vie à Tamé, qui est une reprise de Loving You d'Elvis Presley de 1957. Elvis, ça reste la référence absolue pour lui, un standard important. Un hommage donc. Voilà. Et à côté de ça, il y a des expérimentations plus marquées, plus psychédéliques, Comme comme Au pays des aveugles. Les paroles sont de Lon Chris, son ami, et la musique de Mickey Jones et Tommy Brown. Là, on est en plein psychédélisme, enregistré où? entre Paris et Londres. On sent très fort l'influence de la scène anglaise de l'époque, des groupes comme Cream. Ça montre qu'il cherchait aussi à explorer, à tester de nouvelles sonorités. Toute cette période de création intense, de gestion d'images, elle culmine où? Sur scène, j'imagine? Oui. Le fameux Palais des Sports fin 1967. Ah, le Palais des Sports, novembre 67.
Oui, les sources sont unanimes, c'était un choc absolu. Plus qu'un concert, c'était une déflagration. Carrément. Qu'est-ce qui était si spécial? Tout. La mise en scène était démesurée pour l'époque en France. Un décor fait de carcasses de voitures, imagine. 800 phares de bagnoles qui s'allumaient d'un coup. Des fumigènes partout. Incroyable. Des canons qui tiraient des confettis, mais aussi du pop-corn. Des pétales de rose qui tombaient du plafond et même des feux d'artifice tirés dans la salle. Dans la salle? Mais c'était dangereux, non? C'était du jamais vu, quoi. Et la performance de Johnny était à l'avenant. Un répertoire hyper puissant. Les coups, San Francisco, Aussi dur que du bois, Hey Joe, Noir c'est noir, psychodélique. Que des classiques. Voilà. Avec des impros, une énergie folle. Et le final où il fracasse sa guitare sur scène. Il a quitté la scène quasi évanoui, complètement vidé. Waouh. Ça a dû marquer les esprits. On dit même que ça a impressionné des stars internationales, genre Mick Jagger, hein? Oui, c'est ce que les sources rapportent. Ça montre bien le niveau d'intensité et l'impact physique de ces concerts à ce moment-là. C'était vraiment quelque chose. Donc, pour résumer un peu, cet album Jeune homme, même si c'est une compilation, quand on le replace dans son contexte, 67-68, Ben, il agit comme un révélateur en fait. Il nous montre un Johnny au sommet de sa popularité, qui navigue entre ce que le public attend, ce que la presse critique, ses propres envies musicaux, ses influences. oui, et cette énergie créatrice absolument débordante qui explose littéralement sur scène. Exactement. C'est un instantané vraiment fascinant d'une époque de grands changements en France, vu à travers le prisme de son idole numéro 1. Un portrait complexe finalement. Oui, et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir, non? Dans cette France de 68, traversée par la contestation, où on parlait beaucoup de violence, Oui. comment est-ce que les performances scéniques de Johnny, si explosives, si physiques comme ce Palais des Sports, comment ont-elles pu, paradoxalement peut-être, servir d'exutoire, voire même de catalyseur pour toute l'énergie d'une génération? C'est une question intéressante, je trouve.